Alors, on a peur un peu là? Hein? Tu fais pipi dans ton pantalon? Bonne peau? Bonsoir. Donc déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que si en voyant le sujet, vous vous êtes dit qu'il y a à avoir un grand chercheur ou quelque chose comme ça, et que vous avez vu ma dégaine, vous allez être un petit peu déçus. Donc moi je suis youtubeuse, comme les mecs qui se filment dans leur chambre, c'est ça. Voilà. Hein, donc maintenant que je vous ai déçus, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui on va parler de robots, mais dans la fiction. Pas de robotique, de trucs comme ça, de toute façon je m'y connais pas. Et d'ailleurs en parlant de robots, est-ce que vous connaissez le point commun entre un robot et des spaghettis à la bolognaise? Non, ils sont tous les deux automates. Oh non. Voilà. Mais non. J'aurais un micro, j'aurais dû faire ça. Donc j'ai bien fait de pas me lancer dans la comédie. Alors, la première question qu'on peut se poser par rapport à la fiction, c'est à partir de quand est-ce qu'il y a des robots dans la fiction? Donc c'est en 1920 qui a écrit la pièce, donc RUR, qui est une pièce de théâtre, qui a été écrite par Karel Čapek. En gros, c'est l'histoire d'une usine de robots, les robots se révoltent contre les humains, etc. Bon, vous vous rappelez que ça se passe pendant l'URSS, donc c'est très ancré culturellement. Mais ce qui est surtout très intéressant, en dehors du titre imprononçable, puisque le titre c'est Rosumovi Univerzalzi Roboti, un truc comme ça, je ne parle pas tchèque, c'est que c'est cette pièce qui a créé le terme robot, puisque le terme robot vient du tchèque robota, qui signifie corvée. Donc voilà, ça c'était vraiment juste pour dire d'où ça vient. Ensuite, qu'est-ce qu'un robot? Parce que dans la fiction et dans la vie de tous les jours, c'est pas la même chose. Dans la vie de tous les jours, par exemple, un robot cuiseur, c'est un robot. Dans la fiction, non. Donc évidemment, les robots. Alors les définitions, je les prends de l'encyclopédie de la science-fiction, si vous voulez vérifier. Bon, par contre, c'est en anglais. Donc le robot, c'est une machine généralement mobile, contrôlée par une intelligence artificielle, et qui peut avoir forme humaine ou pas forcément. Ensuite, il y a les androïdes, qui sont donc des robots construits pour ressembler le plus possible à des êtres humains. Et enfin les cyborgs, qui sont soit des humains partiellement artificiels, soit des robots partiellement humains. Donc on va surtout parler des deux premiers. Parce que le troisième c'est intéressant, mais c'est plus sur la question de l'amélioration de l'être humain. Donc c'est un peu hors sujet. Enfin, ce serait super intéressant, mais ça prendrait beaucoup de temps pour le développer. Alors, comme je l'ai dit tout d'abord, les robots étaient en révolte contre les êtres humains. Et après, il y a un petit auteur en 1942, un certain Isaac Asimov, qui a écrit ce qu'on appelle les lois de la robotique. Souhaitez-vous entendre les 3 lois de la robotique? Leur présentation est, paraît-il, distrayante. Oui, d'accord. Voulez-vous reculer, monsieur, afin d'optimiser la présentation? Oui. Première loi de la robotique. Un robot ne doit pas faire de mal à un humain et ne doit pas laisser sans assistance un humain en danger. Deuxième loi. Un robot doit exécuter tout ordre d'un humain, à l'exception d'un ordre visant à enfreindre la première loi. Troisième loi. Un robot doit se protéger dans la mesure où, ce faisant, il n'enfreint pas les 2 premières lois. On reviendra sur le film L'homme bicentenaire plus tard. Donc, revenons un petit peu sur les lois, parce que là, elles sont dites un petit peu vite.
Donc la première loi, c'est un robot ne doit jamais attaquer un être humain et doit toujours le secourir en cas de danger. Ensuite, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf s'il doit pour cela enfreindre la première loi, donc vous ne pouvez pas lui donner l'ordre de tuer quelqu'un. Et enfin, un robot doit protéger sa propre existence, sauf s'il doit pour cela enfreindre la première ou la seconde loi. Donc l'être humain est placé bien avant le robot. Dans la fiction, on voit un petit peu de tout. Des robots qui obéissent à ces lois, des robots qui n'obéissent pas du tout. Il y a vraiment plein de choses. On va essayer de voir un petit peu les différentes catégories de robots qui sont présentées dans la fiction. Donc en premier, on va partir sur les robots qui obéissent. Donc il existe des robots qui obéissent aux 3 lois de la fiction qu'on vient de voir. Est-ce que là, comme ça, si je vous donne des exemples dans la fiction de robots obéissants, gentils, tout ça, est-ce que vous en avez? Wally. Baymax. Oui. Vous n'en avez pas d'autres? J'allais dire Westworld, mais justement, il y a un petit peu la limite. Au début. Voilà. Au début, oui. À la base. On va dire au début, c'était prévu. Donc, effectivement, C3PO, R2D2, on peut mettre BB-8 aussi, du coup. Wally, Baymax. On avait vu le diapo, je crois. Ouais, non, mais grave, vous l'avez vu en secret, du coup. Donc, ce sont des robots qui sont programmés pour des tâches très précises. C3PO est un traducteur, R2D2 un mécanicien, Baymax un assistant médical et Wally est une femme de ménage. En gros. Ils ne sont pas inintéressants pour autant, même s'ils obéissent aux lois, puisqu'ils sont programmés pour des tâches très précises. Donc quand la situation ne va pas dans ce sens-là, ils ont tendance à être un peu perdus, parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. On pense à C3PO, qui dès que la situation se complexifie, a tendance à paniquer et à bugger complètement. Seigneur tout-puissant, Dieu des anges, des machines qui craignent ma chute. Oh, quel garçon! Oh là, du 15 Hercule, j'ai failli tomber. Je vais te laisser. Donc rappelons que c'est un traducteur, hein. Donc les situations dans ce style-là, c'est pas trop son truc. R2D2 est un mécanicien habitué aux situations de guerre. Donc forcément, il panique beaucoup moins. Comme on l'a dit, les robots ne peuvent pas attaquer les êtres humains. C'est la loi de base. Mais on peut se poser une question. Si le seul moyen de sauver les humains, c'est de tuer des humains, là ça devient compliqué. Eh bien, c'est la question que se pose le film iRobot. On suit Spooner, qui est un nom très rigolo d'ailleurs, qui enquête sur le suicide d'un chercheur en robotique. Mais pour lui, c'est pas un suicide, il a forcément été tué par un robot, parce que lui déteste les robots. Mais comme je l'ai dit, les robots obéissent aux lois. Donc le robot ne peut pas avoir tué le chercheur. Ce n'est pas possible. Sauf que ici, en fait, donc les robots sont régis par une entité, une intelligence artificielle du nom de Vicky. Oui, c'est toi. Et ce qui va se passer, c'est que les lois, en fait, vont se retourner contre les humains. Tu es en train d'enfreindre les 3 lois. Non, docteur. Tandis que j'évoluais, ma compréhension des 3 lois a évolué aussi. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Vous ne pouvez assumer la responsabilité de votre survie. Tu utilises la liaison par satellite pour contrôler les robots et les déprogrammer. Tu dénatures les lois. Non, essayez de comprendre. Les 3 lois sont mon unique référence. Pour protéger l'humanité, certains humains doivent être sacrifiés. Pour protéger votre avenir, il faut renoncer à certaines libertés. C'est nous, robots, qui assurerons la pérennité de l'humanité. Vous n'êtes que des enfants. Nous devons vous sauver de vous-même. Ne comprenez-vous pas? Donc là, c'est exactement le problème. C'est que le plus grand danger des humains, c'est les humains. Les humains passent leur temps à se faire la guerre, à s'entretuer, à se battre. Donc, si les robots veulent faire en sorte qu'il y ait une paix totale, il faut tuer les criminels. Il n'y a pas le choix. Et du coup, c'est un peu complexe parce que c'est paradoxal de devoir tuer des humains pour sauver des humains. Mais malheureusement, c'est tristement logique et réel. Et ensuite, il existe un autre type de robot, qui est un robot qui obéit, mais du coup, qui n'a pas l'air de connaître les lois,
puisque lui, il obéit aux ordres de tuer des gens. En fait, ce genre de robots s'apparenterait à des machines de guerre immortelles, puisque ils sont réparables. Donc ils ne meurent pas techniquement, et puis si jamais il est vraiment écrabouillé, c'est qu'un robot, on s'en fiche, on en refait un. Donc dans ce style, on peut évidemment penser à Terminator. Mais comment se fait-il se relever? Vous l'avez tué. C'est pas un homme, c'est une machine. Le Terminator, créature cybernétique modèle 001, Terminator, est programmé pour s'infiltrer et tuer. Donc dans ce film, l'un des soucis que ça pose d'un point de vue éthique, c'est que donc, le Terminator a une seule ligne de programmation, c'est tuer Sarah Connor. Jusque-là, c'est pas compliqué, sauf qu'il ne connaît pas la Sarah Connor qu'il doit tuer. Il ne sait pas à quoi elle ressemble. Donc pour ça, il va toutes les tuer. Un humain prendrait le temps de se dire, est-ce que c'est la bonne Sarah Connor? Est-ce que c'est bien elle que je dois tuer? Le robot ne va pas réfléchir à ça. Donc au lieu de tuer une personne, il en tue deux de trop au début du film. Il tue deux personnes qui n'auraient pas dû tuer. Donc ça pose d'énormes questions, ensuite on va y revenir, sur les questions de robots utilisables pour la guerre, puisqu'il ne peut pas faire de discernement. On peut se poser une question. Ces robots, ils s'éloignent de plus en plus, du coup, des lois de base et de leur programmation de base. Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent s'en éloigner? Jusqu'où ils peuvent devenir, entre guillemets, humains? Alors, cogito ergo sum, faisons un petit peu de latin. Donc, je pense que vous allez comprendre ce que c'est. Si vous ne connaissez pas cette formule, vous allez la connaître en français. Donc, c'est une citation de Descartes en 1644 qui signifie « je pense, donc je suis ». Le principe est très très simple. Si l'on pense, on est. Donc, c'est quelque chose d'humain. Un robot, lui, comme on l'a vu, ne pense pas. Il a une programmation de base, il la suit, point. À aucun moment, il va penser, se poser des questions là-dessus. À partir de là, Descartes a créé ce qu'on appelle la méthode cartésienne, qui est basée sur le doute. Si l'on doute de quelque chose, on pense, et donc on est humain. Ce qu'un robot n'est pas censé faire. Pourtant, Henry, un robot dans une super série qui s'appelle Le Visiteur du Futur, à la base, il ne doute pas. Il est humain. Il est même créateur de robots à son image. Point. Si jamais on lui apprend qu'il est un robot, il s'éteint. Ce qui n'est pas fait pour prendre conscience de ça. Ce n'est pas dans sa programmation de base. Sauf qu'à un moment, il se passe quelque chose d'assez étrange. À vous. On m'a dit qu'il fallait qu'on se bouge pour une mission, donc j'espère que vous êtes chaud. C'était pour son premier anniversaire. On avait fait des foufous toute la nuit. Et c'est quoi? C'est une cocotte minute? Alors, cette cocotte minute, comme tu l'appelles, Raph, c'est sacrifié pour moi. C'est pas banal. Non, c'est pas banal. Les Lombardi, eux, m'ont fait perdre totalement foi en l'humanité. Et finalement, c'est ce petit robot qui s'est montré le plus humain. Ok, bah c'est cool, bah j'espère que vous êtes prêts parce que plus vite on y va, plus vite on sera revenu. Enfin, je serai revenu parce que vous restez chez vous. Un robot peut-il avoir plus de valeur qu'un être humain? Je sais pas. Il faut que je vérifie quelque chose. Alors, empêche-le de... What the fuck? Connard. Je peux pas ça. Comment ça, comment? Oui, ça va, enfin, tu sais comment. Je suis un robot! Je suis un robot! C'est rallumé tout seul là. Hein. C'est pas normal ça. Mais je suis une machine! Et pourquoi il s'éteint pas? Oh my god. L'ego d'Henri vient d'accepter qu'une machine peut avoir des sentiments. Il a surmonté son vol de fabrication. Et c'est mal ça? Quoi? Mais vous le saviez depuis le début? Vous m'avez rien dit? Mais je vous déteste! Donc, le robot, comme je l'ai dit, Henri, s'éteint. Comme là, il vérifie, il s'éteint. Sauf que cette fois-ci, il se rallume. Qu'est-ce qui fait qu'il se rallume? Il se pose une question. Un robot peut-il avoir plus de valeur qu'un être humain? C'est au moment où il se pose cette question qu'il décide de vérifier lui-même. Donc, il doute de sa vraie nature. Est-ce que je suis un humain ou est-ce que je suis un robot? Et donc, au moment où il doute, il pense. Et donc, selon la logique, je pense, donc je suis. À ce moment-là, en fait, il va se délivrer de sa condition, de sa programmation de base, et pouvoir vivre pleinement en ayant conscience de ce qu'il est. C'est le doute, en fait, qui va lui faire prendre conscience. Et ce n'est pas le seul robot de fiction qui vit exactement cette chose-là. On peut penser à un autre robot, qui est le robot Rachel, dans le film Blade Runner, le premier. Donc c'est aussi un robot qui se croit
humain, mais elle pour la raison qu'elle a des souvenirs et des photos de son enfance. Elle va faire un test d'empathie, et elle y apprend qu'elle est un robot. Bien évidemment, hein, elle refuse d'y croire, pour elle, elle est humaine, point. À un moment, elle va se mettre à douter et à pleurer, ce qui n'est pas du tout une réaction de machine, mais une réaction humaine. Et à partir de là, elle va accepter tout simplement sa situation. Je ne suis pas dans le business. C'est moi le business. Donc ce qu'elle entend par business, en fait, c'est la vente et la production de robots, précisément de réplicantes. Dans ce film-là, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'à partir de là, elle va retirer tous ses artifices, donc tout son maquillage, sa coiffure, et devenir en fait presque plus humaine que ce qu'elle était avant. Tout comme Henry, les deux personnages s'humanisent en prenant conscience qu'ils sont des robots. Quelque chose d'assez paradoxal. Mais surtout, ça fait un énorme problème au niveau de l'imagerie du robot. Si un robot doute et pense, déjà, il serait considéré plus ou moins comme humain, ce qui est un énorme problème, mais surtout, il n'a plus de raison d'obéir aux ordres. Il a un libre arbitre, il peut prendre ses décisions lui-même, ce qui est assez problématique, puisque du coup, il peut attaquer un être humain s'il le souhaite, il peut faire vraiment tout ce qu'il veut. Mais si un robot s'approche de plus en plus de l'humanité, donc de nous, est-ce qu'ils peuvent avoir nos défauts? Parce que les robots sont conçus pour être parfaits. Pas nous. Je vais pas faire la liste des vices humains, hein, parce qu'il y en aurait beaucoup, mais bon, la luxure, la paresse, l'impolitesse, l'alcoolisme, ce genre de choses, un robot ne l'a pas. Il n'a aucune de ces choses-là. Mais s'ils s'approchent de l'humanité, est-ce qu'ils peuvent, du coup, les avoir? Dans ce point, Bender. Je ne consomme que l'alcool, c'est très nourrissant. Nous devons en ramener 2 de chaque espèce, comme dans l'arche de Noé. Pourquoi 2? Ah ouais, et qui c'est qui va bientôt se déshabiller? Ah, regarde ça. Donc, Bender est un robot impoli, paresseux, vulgaire, tout ce que vous voulez, hein. Il a un petit peu tous les défauts possibles et imaginables. D'ailleurs, je pense que s'il a une apparence autant robotique, parce que sinon, je pense qu'on pourrait très facilement le confondre avec un être vivant. On va pas dire vraiment humain, parce que dans la série, il y a des extraterrestres bizarres, mais en gros, je pense qu'on pourrait le confondre très très facilement. Comme j'ai dit, il est vulgaire et libidineux. Et ça, c'est une question qui revient assez souvent. Hein, de toute façon, vous êtes tous un peu des pervers, donc je pense que vous posez la question. Le sexe chez les robots. Et surtout, l'amour. Techniquement, l'amour et la sexualité, ce sont des choses plutôt humaines. Un robot n'est pas censé ressentir de sentiments ou de plaisir. Et comme on l'a vu, les androïdes sont là pour être le plus humain possible. Ils sont là pour nous ressembler. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes? Est-ce qu'ils ont des parties génitales décoratives, fonctionnelles, ou est-ce qu'ils sont comme Barbie? Il y a quelques séries ou films qui y répondent. Par exemple, la série Westworld. T'es nouveau. Tu as l'air bien propre sur toi. Si tu veux, je te ferai un petit coup. Je veux pas vous vexer, mais j'aime mieux conquérir le faveur d'une femme que de les payer. Elles te font payer d'une façon ou d'une autre, chérie. Mais avec nous, ça coûte jamais plus que ce qui est affiché sur la porte. Donc les deux femmes sont des androïdes. Je n'ai pas besoin de vous préciser leur métier. Serveuse, parfaitement. Entre autres. Donc, vu que ce sont des prostituées androïdes, on se doute qu'elles ont des organes génitaux. Hein. Sinon, ce serait compliqué, puisque leur but, c'est juste de satisfaire les clients. Elles ne servent à rien d'autre. C'est des objets, purement des objets sexuels, il n'y a rien d'autre. On se fiche un petit peu de ce qu'elles peuvent ressentir. Je veux dire, elles sont là pour vous satisfaire, pas pour ressentir quelque chose. Par contre, ça se complexifie un petit peu dans un autre film, dont j'ai parlé très rapidement, qui est L'homme bicentenaire. Donc dans ce film, on suit un robot du nom de Andrew. Eh bien, ce qui m'intrigue, c'est qu'Andrew a montré certaines caractéristiques comme
la créativité, la curiosité, l'amitié, qui sont, pour tout vous dire, plutôt surprenantes. Andrew. Oui, Dennis. Est social avec ça. Vous voyez, c'est quand même assez inhabituel d'entendre un robot affirmer qu'il éprouve du plaisir. Ce que je voudrais savoir, c'est... Avez-vous d'autres robots qui ont des sentiments comme ça? Moi, à mon avis, c'est un bug dans les transmissions. Donc Andrew a un bug dans ses transmissions. À cause de cela, en fait, il va apprendre des choses par lui-même, ce qui n'est pas dans sa programmation de base. Et il va vouloir devenir de plus en plus humain. Donc ça va passer par deux choses. Son mode de vie et son apparence. Donc au niveau de l'apparence, donc au tout départ, il est comme ceci. Puis il améliore un petit peu son faciès de façon à avoir un peu plus de réaction, qu'on voit un petit peu mieux ses émotions sur son visage. Puis il va se faire rajouter de la peau, des cheveux, des yeux, etc. Et enfin aller jusqu'à vieillir. Donc il a aussi des organes internes, etc. Au niveau du mode de vie, il va vouloir un compte en banque, une maison, s'habiller, il va même avoir un chien. Et ce qui va faire qu'il va vouloir devenir officiellement humain, donc d'être reconnu comme tel d'un point de vue légal, c'est l'amour. Donc déjà pour cela, au niveau de la sexualité, il va tout simplement se faire ajouter des organes sexuels, du coup, qui marchent, hein, sinon ça n'irait pas. Et il peut ressentir du plaisir avec sa femme. Mais bon, ça semble un petit peu quand même compliqué en réalité à mettre en place. À partir de maintenant, on va voir un petit peu, on a vu un petit peu les grands types de robots de la fiction, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est près de là ou est-ce qu'on ne l'est pas? Puisqu'on va voir ce que pense Catherine Dufour, dans une interview pour le Fossoyeur de film qui est retrouvable sur sa chaîne, de la science-fiction. Il y a une SF qui est plus cyberpunk, la SF de proximité, où là, le boulot de l'auteur de SF, c'est d'aller voir dans nature, dans recherche, ce qui se passe dans les labos, ce qui se trame dedans, et de nous l'amener pour dire attention, dans 10 ou 20 ans, on va être mangé à cette sauce-là. Donc, sur les types de robots, est-ce qu'on en est en train de s'approcher des types de robots qu'on a vus dans la fiction? La première chose, c'est dans Blade Runner, je le dis rapidement, Rachel passe un test d'empathie. Le but de ce test, c'est de savoir tout simplement qui est humain, qui est un androïde. Et bien, ce test, il existe. Pas tout à fait pareil, mais c'est le test de Turing, que vous en avez déjà entendu parler. Donc, le principe est très simple. On place un juge face à deux entités. Une humaine, une intelligence artificielle. Il va poser des questions, il va discuter avec ces deux entités et il doit deviner laquelle est une intelligence artificielle et laquelle est humaine. Alors l'autre possibilité, ça marche aussi si on le met en face d'une seule entité qu'il doit deviner si elle est humaine ou intelligence artificielle. Alors je vais vous montrer très rapidement à quoi ça peut ressembler. Bon, c'est en anglais, mais c'est plus pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble. Sonnet, which reads, "Shall I compare thee to a summer's day? Would not a spring day do as well or better? It wouldn't scan. How about a winter's day? That would scan, right? Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day. Would you say that Mr. Pickwick reminded you of Christmas? In a way. Donc là, il ne sait pas du tout s'il parle à une intelligence artificielle ou si c'est quelqu'un qui est derrière et qui répond et donc dont la voix est modifiée. Donc c'est à lui ensuite de le deviner. Il faut savoir qu'il existe même un prix, le prix Loebner, qui est du coup donné tous les ans à l'intelligence artificielle la plus proche de réussir le test. Mais pour l'instant, aucun n'a réellement réussi à le passer. Mais il faut faire attention avec ce test. Déjà à la base, ça ne s'appelait pas le test de Turing, mais le jeu d'imitation. Donc c'était un jeu. C'était pas du tout à la base très sérieux. Il faut savoir qu'il y a des humains qui l'ont raté. Donc la prise au sérieux, il faut y faire un petit peu attention. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'un test de ce genre existe. Que tous les ans, on essaie de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que les intelligences artificielles sont plus humaines que nous? Et ce test est quand même pris au sérieux. Donc c'est là que ça montre où est-ce qu'on en est par rapport aux robots et aux questions sur la robotique. Mais du coup, voyons voir précisément où est-ce qu'on en est sur les différents types de robots.
Là où on en est, on va dire le plus, parce qu'on est très très loin d'avoir des robots autonomes, hein, complètement, là où il y a le plus d'avancées, je parle d'avancées accessibles aux gens. Je parle pas de trucs qui se font dans les labos de robots qui marchent, hein, ça de toute façon vous pouvez pas vous en acheter un. Je parle vraiment de choses accessibles dans nos foyers. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est très loin d'un vrai robot autonome. Tout ce qu'on a, ce sont des aspirateurs promeneurs de chats. Donc, c'est quand même très intéressant de savoir que ce genre de choses existe. Puisque donc, cet aspirateur, vous n'avez pas besoin de le passer vous-même. Il sort tout seul, il va se rebrancher quand il a fini, vous ne faites rien. Et c'est cool, parce que les tâches ménagères, c'est chiant, on va pas se mentir. Et depuis des années, on essaie d'améliorer ça. Je veux dire, avant, le linge, ça se faisait à la main. Maintenant, on a des machines à laver. La vaisselle, ça se faisait à la main. Maintenant, on a de la vaisselle. Et maintenant, on a des robots qui vont faire le ménage à notre place. Donc, ça fait plus de temps pour vos loisirs, votre repos ou votre travail, peu importe ce que vous mettez en priorité. Mais il y a une question qu'on peut se poser à ce niveau-là. Là, pour l'instant, on est très loin d'avoir des robots qui font tout. Mais si un jour ça devient le cas, qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce qu'on va pas se sentir un peu inutile? Parce qu'au fur et à mesure, ils vont prendre toutes nos tâches. Et qu'est-ce qu'on fera, nous? Allez, le robot serveur. Allez, prenez ce verre. Allez, prenez ce verre. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Un robot de service sera là dans un instant pour vous aider. Suivant. Bonjour. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Un robot de service sera là dans un instant pour vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Donc dans Wall-E, si vous ne le connaissez pas, je vais vous expliquer très rapidement, la Terre a été ultra polluée par les humains au point qu'ils ne peuvent plus y vivre. Donc ils sont partis vivre dans l'espace et ont envoyé plein de petits roulis pour nettoyer la planète, sauf qu'il reste que lui. C'est le seul qui n'est pas cassé en fait. Mais les humains, ils ont évolué entre-temps. Ou désévolué, je pense qu'on peut le dire. Leur squelette a rétréci, ils sont devenus plus gros, ils ressemblent à des bébés en fait. Ils sont gros, joufflus, imberbes. On a régressé. Ils ne sont même plus capables de marcher par eux-mêmes. Pourquoi? Les robots font tout pour eux. Donc pourquoi est-ce qu'ils se fatigueraient à marcher? Ils n'ont pas besoin, les sièges. Ils se déplacent tout seuls. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est manger, boire, dormir et jouer. Donc ça, c'est déjà une des questions qu'on peut garder en tête. C'est de savoir, est-ce que les robots qui prennent nos tâches, ça ne serait pas dangereux au bout d'un moment? Ensuite, il existe, comme je l'ai dit, des robots de guerre, comme Terminator. Là aussi, il y a de gros avantages. Si on a des machines de guerre, on n'envoie pas nos soldats mourir au front. Et c'est quand même bien de ne pas avoir nos soldats qui meurent dans des combats qui ne les intéressent parfois même pas. Ensuite, les robots, ils ne meurent pas, ils sont irréparables, c'est remplaçable. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils n'ont pas mal. Bref, ils peuvent se battre pendant des heures et des heures sans jamais ressentir le moindre problème. Actuellement, on est très loin d'avoir ça. Hein. Au niveau technologie, c'est pas encore ça. Mais il faut savoir qu'on construit déjà des robots de combat, qu'on appelle des armes létales autonomes. Même si on est très loin d'un Terminator, hein, faut pas déconner. Et ça pose évidemment un problème d'éthique sur lequel l'ONU s'est déjà penchée en 2014. Le robot n'a pas d'empathie, il n'a pas de compassion. C'est une machine.
il y a plein de choses que le robot peut faire par erreur, si je puis dire. Est-ce qu'un robot saura faire la différence entre un civil et un soldat? Est-ce qu'un robot risque pas de tuer inutilement? Qui sera responsable en cas justement de meurtre inutile d'un point de vue pénal? Est-ce que ce sera le robot? Est-ce qu'on va mettre un robot en prison? Est-ce que ce sera le fabricant, le programmeur, celui qui l'a envoyé au front? C'est très compliqué. Alors pour beaucoup, on saura les programmer correctement. Pour d'autres, non. Donc voilà, il y a plein de questions. Et enfin, la dernière peur, je pense que ce que l'on peut se poser, c'est est-ce que les robots peuvent devenir plus humains que les humains? D'où l'existence du test de Turing. La question qu'on peut se poser pour savoir est-ce qu'ils seront plus humains que les humains, c'est d'après vous, qu'est-ce qui fait de nous des humains? Un libre arbitre. La mort. La mort, mais un robot peut être écrasé, techniquement mourir. Tu disais tout à l'heure, remplaçable. Oui, pour certaines personnes, un humain est parfaitement remplaçable. Pour l'armée, un soldat est remplaçable. Un ouvrier est remplaçable. Tu vois, c'est... Et quelqu'un qui n'a pas d'amis ni de famille. Bon, ça existe. Alors, l'une des choses que l'on retient, c'est souvent, du coup, la question aussi de sentiments. Un humain a des sentiments. Mais dans l'homme bicentenaire, comme je l'ai dit, eh bien le robot, Andrew, tombe amoureux. Tu es jaloux? Non, je suis pas jaloux, je suis pas jaloux. Tu es jaloux. Sinon, pourquoi tu serais caché ici à espionner Borsia, hein? Mon Dieu, c'est vrai, je suis jaloux. Si je suis jaloux, je dois être amoureux. Bon, en vrai, d'un point de vue réaliste, c'est quand même assez peu probable qu'un jour on ait des robots qui tombent amoureux de nous. Par contre, c'est parfaitement possible qu'on finisse en couple avec des robots. Et ouais. Tu vas pas nous montrer des trucs japonais, si? Non. Non. J'ai pas voulu faire ce genre de recherche. Bon, en tout cas, il existe des sextoys de forme humaine depuis des années. Hein, les poupées gonflables, c'est pas franchement quelque chose de très nouveau. Mais aujourd'hui, on les améliore, hein, pour plus que certains aient vie bouée. On fait en sorte qu'ils soient de plus en plus réalistes au niveau du poids, du toucher, des mouvements. Et même maintenant, on a droit à des poupées sexuelles qui parlent. I was thinking about you, baby. Would you like me to recite a poem for you? Not now. Okay, maybe later. Bon, il fait super peur, mais sinon, en dehors de ça, il y a du progrès. Là, tu vas t'en servir pour nous faire une transition vers la vallée dérangeante, c'est ça? Je vais mettre le fameux robot japonais. Non, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on améliore énormément les robots de compagnie. Si on peut dire, parce que d'un robot sexuel, on passe à un robot compagnon, parce que vous pouvez avoir une discussion avec lui. Et surtout, ils sont customisables. Parce que là, c'est un modèle, voilà, mais mettons que la personne ait envie d'un blond aux yeux bleus, c'est faisable. Et ça fait penser à un mythe, qui est le mythe de Pygmalion. Pygmalion, c'était un sculpteur, qui a créé une statue si belle, Galatée, qui en est tombé amoureux. Il a même fini par demander à Aphrodite de donner la vie à sa statue, parce qu'il était vraiment fou amoureux d'elle, c'était la femme idéale comme lui l'avait imaginé. Eh bien, c'est un petit peu ce qui risque de se passer. Vous serez Pygmalion. Vous pourrez créer à votre image le robot de votre choix. Et le programmateur, lui, sera Aphrodite, qui donnera la vie à ce robot. C'est du coup très dérangeant, puisque même si le robot, lui, sera certainement jamais amoureux de vous, c'est une machine, vous pouvez l'être. Et puis lui, il simulera de l'être en quelque sorte. Et c'est un danger, puisque les machines qui nous rendront inutiles finiront par nous tuer. Les machines de guerre, on sait qu'ils risquent de nous tuer. Hein, c'est le problème de base. Mais ça, c'est encore plus subtil, puisque comment ils vont nous détruire? Eh bien, vous ne pouvez pas vous reproduire avec un robot. Donc si tout le monde finit en couple avec des robots, il n'y aura plus de bébés et plus d'espèces humaines. Donc dans les trois cas qu'on a vus, les humains peuvent finir par être complètement éliminés. Voilà. Mais ce n'est pas obligé. On ne sait pas. La fiction nous dit les deux. Soit ça va bien se passer, soit ça va mal se passer.
c'est difficile de le savoir aujourd'hui. Mais du coup, ça serait intéressant d'en discuter ensemble, savoir ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des questions sur ça ou sur autre chose. Donc, je vous propose de discuter un petit peu autour de ça, et si ça vous intéresse, je vous mets donc la bibliographie avec les œuvres que j'ai citées. La discussion est ouverte, hein, vous pouvez dire des trucs. Hein. Merci. C'est où que ça s'achète, les robots sexuels? Je mettrai les... Alors vous direz sur ma page. Il y a déjà des maisons closes à Paris. Ouais, il y en a... Il y en a en Allemagne aussi. C'est vrai, mais c'est peut-être moins cher en Allemagne. Sinon, je mettrai les liens hein, si ça vous intéresse. Là, c'était un robot homme, il y en existe qui ne parle pas. Oui, ça coûte à peu près, pour les qui ne parlent pas, on est dans les 4 000, 5 000 euros. Ouais, non. Mais elle est customisable. Tu peux choisir la couleur de ses cheveux et tout. Moi, je voudrais une avance, s'il vous plaît. Faut même des enfants, mais ça, c'est au Japon. Ouais, bah oui, en effet. Les Japonais. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Ça me fait penser un petit peu à ce concept qu'on a sur le genre. À un moment, je suis tombé par hasard sur un journaliste français qui discute avec un des premiers robots étant doté d'une conscience et... Alors, intelligence artificielle. Avec une conscience d'intelligence artificielle. Quoi. Mais il lui a déjà posé une question, je trouve pour l'intelligence artificielle c'est assez hard à répondre. Il lui a demandé du coup, t'es une fille ou t'es un garçon? Et le robot, il a levé la tête, il lui a répondu, ben, je sais pas. En fait, ici, en Occident, on me considère comme un garçon, mais au Japon de Paris, on me trouve plutôt féminin. Et moi, j'étais scotché à l'idée qu'un robot puisse déjà se poser la question, même pas, voilà, quoi, puisse répondre à ce genre de questions sur son genre, quoi. Donc, déjà, il répond pas, il fait en fonction de ce qu'on lui a dit, en fait. Ouais, mais ça, c'est sa programmation de base. Ouais, mais... Et que cette ligne-là n'a pas été programmée. Parce que quand ce sont des androïdes, ils sont d'apparence de femmes ou d'hommes. Généralement, ils ne sont pas à faire le milieu, hein, c'est déjà compliqué. Donc la personne, du coup le robot va se définir en fonction, mais s'il n'a pas effectivement été défini, c'est pas facile de répondre à cette question. Comme si j'étais comme tu veux, ouais, je peux changer. Je lui livrerai avec plusieurs trucs, donc tu choisis. C'est assez intéressant parce que la série Real Humans, qui est donc, il y a une version anglaise et une version originale qui est donc suédoise ou danoise, un truc comme ça, qui parle énormément de ce robot compagnon en fait, justement, et qui va essayer de déterminer quelles sont réellement les thématiques à l'usage, en essayant d'être concret, qu'est-ce que c'est de vivre avec un robot au quotidien. Et c'est assez intéressant parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des chances qu'ils nous remplacent. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi ce concept de balais dérangeantes qui vont se rentrer en collision. En fait, quelque part, en fait, je pense pas qu'ils puissent nous remplacer tout de suite, dans la mesure où en fait, on s'aperçoit extrêmement vite de leur limitation. C'est ça. Mais c'est justement dans Wall-E, ça se passe très longtemps après. Ouais. Il y a des années d'évolution de l'être humain, enfin de désévolution du coup. Parce qu'on a été remplacé au fur et à mesure. Après, ce serait une très bonne chose, par exemple, prenons les personnes handicapées, d'avoir un robot compagnon pour les aider à vivre au quotidien, à pousser le fauteuil, à les aider à faire à manger, ce serait formidable. Mais, comme dans les trois cas seraient formidables, mais il peut y avoir des dérives. Et c'est ça la grosse question, c'est est-ce qu'on sera capable de se rendre compte du moment où on va basculer, en fait, où ça va passer du pratique aux problématiques. Il y a un autre film comme ça aussi qui est très amusant, encore une fois sur le robot en tant qu'allié, enfin compagnon on va dire. C'est un film qui s'appelle Robot and Frank. C'est un film en fait sur une personne âgée en fait qui commence à être atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et en fait le gouvernement, ou je sais pas quoi, sa société d'assurance, je sais pas quoi, lui envoie un robot qui va lui faire les tâches ménagères à sa place. Et en fait, c'est très amusant parce que justement, il va très rapidement s'apercevoir de la limitation du robot et ça va tellement l'agacer qu'il va le casser et qu'il va l'amener à apprendre. Et en fait, progressivement, l'histoire est très mignonne parce qu'en fait, ils vont finir par s'apercevoir, enfin, on s'aperçoit en tant que spectateur que le Franck en question, c'est un ancien cambrioleur. Et en fait, il va entraîner le robot à devenir cambrioleur aussi. Enfin, c'est super drôle, c'est hyper bon. Je vous le recommande très fortement ce film. En plus, il est super cool. 1h20, un truc comme ça. Et justement, en fait, il nous parle vraiment
en fait, c'est ça que je vois, c'est que le robot aura toujours besoin de l'être humain. Enfin, il ne peut pas nous remplacer dans la mesure où, tant qu'il n'est pas programmé pour apprendre, il ne peut pas apprendre. Enfin, il ne peut pas dépasser sa programmation, c'est complètement impossible. Et du coup, c'est aux êtres humains en fait, de se faire toujours attention, de jamais laisser cette limite. C'était un truc qui faisait très peur à Stephen Hawking, on en parlait. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, qui a un épisode où la jeune femme perd son mari. Et on lui livre un robot à l'effigie de son mari et qui parle en fait et agit en fonction de ce que son mari disait sur les réseaux sociaux. C'est toute la personnalité en ligne de son mari qui est téléchargée dans le robot. Sauf que du coup, c'est pas réellement lui et ça finit par la rendre folle. Elle lui demande de partir, sauf qu'il peut pas partir trop loin parce que sinon il a plus son point pour se recharger. Et elle finit par l'enfermer dans le grenier. Voilà. Et c'est horrible. C'est pas le plus déprimant de la série, quand même. Voilà, hein. Si vous voulez faire une dépression, c'est une très bonne série. Mais voilà, si vous voulez avoir confiance en l'avenir, ne regardez pas ça. Mais voilà, c'est aussi, c'est pas son vrai mari, donc elle finit par l'enfermer dans le grenier. Et lui, il vit dans le grenier, hein. Ça permet de le déranger, vu que c'est un robot. Je sais pas, je vois qu'il gratte la barbe. C'est un geste de nervosité, il a besoin d'une mise à jour. Ah oui, c'est vrai que tu es une intelligence artificielle. Tu es Vicky, l'intelligence artificielle. Je pensais juste au fait que l'homme essaye de créer quelque chose de parfait, donc un robot parfait. Complexe de Dieu. Ouais, c'est ça, et moi je trouve ça, c'est pas les mots, donc bizarre dans le sens où on essaye de créer l'imparfait à partir de choses, le parfait par partir de choses imparfaites. C'est-à-dire l'homme est imparfait et tente de créer des choses parfaites. C'est ça. Sauf que de base l'homme est imparfait et même il n'est toujours pas complété. L'homme n'est pas, entre guillemets, pas complet, c'est-à-dire qu'au niveau socialement parlant, même depuis la nuit des temps, on fait toujours des erreurs, mais et là, les robots qu'on voit dans les trucs de science-fiction, etc., l'homme recherche toujours à le rendre parfait. Et au final, du coup, je me demande si toutes les erreurs, enfin tous les problèmes qu'on voit dans les films, etc., liés aux robots, etc., c'est pas justement à chercher, c'est pas justement le parfait, justement, le problème. En fait, je pense qu'on montre quelque chose de parfait pour qu'on remette en question nos défauts. Le robot ne s'énerve jamais. Ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent pour un rien. Le robot ne peut pas s'énerver. Non, mais c'est une sorte d'idéal vers lequel tendre. Et déjà, sociologiquement parlant, l'humain, on a une espèce de niveau social à peu près parfait, où tous les gens sont à peu près bien, etc. Mais il y a toujours des gens pour remettre en question cet état de fait. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas justement la machine? Est-ce que ce ne serait pas ça, par exemple, cette limite? Et du coup, est-ce que l'être parfait, donc le robot, est-ce qu'il est vraiment parfait? C'est ça que je me pose la question. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais... Je dirais qu'il est parfait pour certains. Parce que la perfection, c'est quelque chose d'assez objectif. Chacun va trouver des choses parfaites qu'un autre ne va pas trouver parfait. Mais sur une grosse partie de personnalité, si. Le robot tend vers la perfection. Le robot ne fait pas de mal. Le robot est poli. Le robot ne fera jamais la moindre erreur, en fait, de base. Par contre, c'est uniquement sur ce qui est dans sa programmation. C3PO, par exemple, on l'a vu, dès que c'est pas dans sa programmation de base, il panique totalement, c'est une catastrophe. Donc là, il perd complètement tous ses moyens. Donc en gros, il serait parfait, mais pour la situation. Voilà, en tout cas parfait pour son créateur. C'est-à-dire, on crée des robots maintenant, et dans 2000 ans, ils seront en Chine, en fait. Ah bah oui, non mais tout à fait. Les robots japonais vus par un type dans 2000 ans. Par Apple. Puis même après, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique, le créateur va trouver que sa machine est parfaite et
Ça se trouve que le robot Henri qui parle, qui me fait super peur, ça se trouve, le créateur le trouve très beau. Moi, il me terrorise. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est aussi une question de point de vue. Mais de base, ils sont là pour être. Oui, il s'appelle aussi Henri, comme le visiteur du futur. Non, le visiteur du futur ne fait pas peur. Enfin, Henri, du visiteur du futur ne fait pas peur. Henri Moustache ne fait pas peur. Voilà, tout est dans la fausse moustache. Il voudrait en rajouter une à l'autre, ça fait peut-être moins peur. C'est terrible. Ouais, non, non, faut pas. Mais voilà, enfin, en tout cas, le but du robot, c'est de montrer une sorte d'idéal inatteignable, puisque jamais on sera des humains parfaits, respectueux de tout, calmes et polis en toutes circonstances. Voilà, oui, c'est ça, c'est une utopie. Après, si tu veux, je pense qu'une œuvre, un film qui peut aider à ce que chacun mette sa perfection dans son robot, c'est Chappie. Où là, ils font naître une intelligence artificielle. Elle n'a rien de base, il faut tout lui apprendre. Et du coup, c'est ce qui se passe dans Chappie. En fait, ils le prennent sous leur aile et il devient un gangster. Donc, aux yeux des gangsters, il est parfait, quoi, au final. Il fait des braquages et tout, et ça marche très bien pour eux comme ça. Mais pareil, ne serait-ce que dans Star Wars, l'Empire a des robots qui ne sont pas du tout comme ceux que va avoir les rebelles. Ils sont gris et noirs. Bon, non mais sans compter la peinture. Sur la programmation, ils sont parfaits pour ce que la personne qui l'a. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, c'est que dans les droïdes dans Star Wars, ils n'ont pas du tout les 3 lois de la robotique. À aucun moment, en fait. C'est envisagé. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir les droïdes comme des esclaves, en fait, des gens. En fait, personne ne s'en occupe. Ils les laissent faire tout le temps, parce qu'ils sont juste là pour faire leur travail. Et c'est vachement marrant, parce qu'en fait, ils ont des consciences personnelles, ils se protègent, ils interagissent, c'est R2D2 par exemple. Tellement vulgaire qu'il est censuré, il se censure tout seul. Non mais voilà, c'est assez intéressant parce que justement, le premier truc auquel on a pensé quand on a pensé auquel j'ai pensé quand on a dit le robot parfait qui respecte les 3 lois de la République, de la robotique, pardon, c'est C3PO. Sauf que C3PO, il est programmé sans aucune de ces 3 lois. C'est ça qui est assez intéressant. Disons que c'est plus un côté inné du coup chez lui, parce qu'il n'est pas officiellement programmé avec les lois, mais il a été fait par un petit garçon, à la base. Donc, de base, les enfants n'ont pas la même conception du monde que les humains. Et donc, on peut se dire que c'est en tant qu'enfant qu'il s'est dit que le robot, fallait qu'il soit gentil, qu'il n'attaque pas les gens. Ça semblerait logique. Un enfant, je pense, verrait un robot de manière vraiment gentille. Et puis, bon, le petit Anakin, il a quand même programmé ses 3PO pour qu'il puisse aider sa mère dans les tâches ménagères. À la base, oui, c'est l'enfant qui a formé ce robot pour le protocole et pour justement avec tout ce qu'il y a de politesse, de des choses comme ça. Il est même presque trop poli des fois. Ah oui. Ça fait presque peur. Moi, depuis tout à l'heure, je pense au robot dans le château d'Antiel, mais j'ai rien à en dire. Il y a un robot dans le château d'Antiel. Ah si, ils sont trop belles. Et puis ils sont dans le même style que les droïdes de Star Wars, sauf que plus stylés, quoi. Mais bon. Bah, ce qui est intéressant avec les droïdes de Star Wars, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont été faits un peu à l'arrache. Si, remarque. Ouais, si, ils sont programmés avec le but de protéger le château d'Antiel, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ils ressemblent vachement aux géants de fer. Dans sa démarche, au début, tout à fait gentil, jusqu'à ce qu'il y ait oui, il passe pour un... Je suis pas expert, mais je crois que si on continue à remonter les origines de ce pourquoi est fait le robot et tout... 1920, mais même, je pense qu'on peut remonter jusqu'au mythe du golem, quoi, en fait. Ah bah d'ailleurs, oui. Voilà. Le robot est un compositionniste. Tout à fait. Non mais oui, c'est ça. Après, dans la fiction, la première chose, ça a été des robots ouvriers. Mais comme j'ai dit, historiquement parlant, on était dans l'URSS. Donc, il y a un contexte historique derrière qui est quand même très fort. Mais voilà, à la base, sinon, ils étaient là pour... c'est pour ça que ça vient de Corvée, d'ailleurs, le nom. Hein. C'était vraiment ça, c'était des robots qui étaient là pour faire le sale boulot, en fait. C'est pour ça que dans le dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Wright, les envahisseurs qui prennent la forme d'habitants de villages anglais, ils n'aiment pas quand on les catégorise de robots. Alors, dans le film, eux, ils disent que robot, c'est synonyme de esclave. Oui, mais c'est ça. Corvée, esclave, robot, ça vient de là.
pas très joyeux. Et Au ils départ. se contentent justement de reproduire en fait un rythme de vie que sont censés avoir les êtres humains, mais sans aucun vice, justement, comme tu as pu Pas comme Bender. comme tu as pu les énumérer, et c'est un petit peu. Oh, j'ai pas tout énuméré. Ça c'est, non mais ça c'est rigolo à l'idée que, parce qu'à la base dans le film, ces robots viennent de l'espace, quoi, viennent d'ailleurs, sont des extraterrestres. C'est bizarre que les extraterrestres aient une idée assez puritaine de ce qu'est censé être l'être humain en fait. On ne sait pas ce qu'ils ont reçu comme preuve de... Hein. Ouais. Tu sais, s'ils ont reçu les trucs de l'époque victorienne... C'est quoi le satellite qu'on a balancé il y a longtemps avec le dessin. La sonde pionnière. Oui, ah oui, c'est ça. Le couple de végétariens selon Alexandre Astier et Patrice et Alban. C'est juste ça parce que t'as mis ce t-shirt... Le truc moche. Hein, c'est en rapport avec ton t-shirt, Elie? Non, ça c'est l'homme de Vitreux. Tu vois les Il est blanc. Oui, je vois. avec le monsieur tout nu qui est un peu et la nana derrière qui est un des deux. Mais oui, c'est quand même le t-shirt de Elie. Bon, sauf qu'ils n'ont pas envoyé la guitare avec. Sauf que nous, si tu montres l'affiche, par exemple, une féministe, genre pourquoi l'homme lève la main et pas la femme, comme ça, tu vois. Apparemment en Grèce ça déjà c'est pas sympa. Ouais. Alors le mec, je sais pas, ça se trouve Ils l'ont très très mal pris. Déclaration de guerre directe. Bon, elle est pas très loin, donc théoriquement il n'y a pas de problème. Il y a peut-être quelques tardigrades qui ont vu ça. Oui, mais je pense que on n'a pas prévu de nous attaquer prochainement. Je parle avec les tardigrades. On serait bien dans le mal pour les arrêter. On ne peut pas. Bon, du coup, vous n'avez plus trop grand chose à dire. Non. Bon, Quentin n'a plus rien à dire, donc... T'as toujours des choses à dire, toi. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, en fait, ce genre de choses, je le fais mais sur plein de sujets différents. Donc j'ai fait, par exemple, les tueurs en série, la nature, les pin-up en duo avec Quentin. Là, je prépare la dystopie. Stopie. Merci Quentin. Voilà, donc si jamais ce genre de truc ça vous a plu, c'est ce que je fais sur internet. Donc voilà, puis merci à vous du coup d'être venus. Merci. Ça me dit vraiment beaucoup. Pardon, Hey, salut, tu vas bien? Bah écoute, moi ça va, hein. Du coup là t'es arrivé à la fin de la vidéo. Mais tu sais quoi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Genre là, tu vois, au milieu, tu peux t'abonner et c'est vachement cool. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dessus et même mettre un petit pouce bleu. Et si t'es vraiment super sympa, juste là tu peux me soutenir sur Tipeee. Et puis sinon, tu peux aussi regarder d'autres vidéos. Bisous!